nous revenons avec nos invités au russe, donc Koli Gumagua-Kemayo et Eric Johnson. On parlait du centre du Mali et ses 16 militaires tués. On parlait des enjeux aussi de la région. Eric Johnson, vous aviez la parole. Oui, je disais donc, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et ce dont nous parlons, c'est un déploiement de l'armée malienne qui a encore été attaquée et qui a fait beaucoup de morts. Je pense que la connaissance du terrain est fondamentale dans la lutte contre ces groupes terroristes. Et donc, l'armée malienne a cette difficulté de maîtriser son propre territoire. Les terroristes, ils procèdent de quelle manière? Ils sont dans les populations, ils sont parmi les populations et ils opèrent. Parce que quand ils utilisent des engins de ce type-là aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas très loin des populations. Puisque, en réalité, pour l'armée malienne, c'est ces populations. Donc, ces populations ne pouvant pas les attaquer, et l'intelligence dont parlait tout à l'heure mon frère Horus, c'est cela. Donc, il faut, à la base, que tout le monde participe à cette guerre-là, à cette guerre contre le terrorisme. Mais il faut beaucoup de civisme pour le faire. Et surtout, il faut à l'armée malienne de maîtriser son territoire pour pouvoir le faire. Sinon, vous voyez, même les Français, quand ils sont arrivés avec les forces Barkhane et tout ça, mais ils n'y arrivent pas parce que c'est un terrain très hostile à tout le monde. Donc, voilà la difficulté que l'armée malienne a aujourd'hui sur le terrain. Cette attaque a été aussi revendiquée par Gélim ou Gissim, ça dépend de la prononciation. Comment se fait-il que dans une région, des groupes revendiquent des attaques ainsi? On ne comprend pas. Non, c'est compréhensible. C'est une manière de montrer qu'ils existent d'abord, de montrer qu'ils ont une capacité de nuisance qui est restée intacte malgré toutes les attaques qu'ils ont subies, malgré les chefs qui ont été tués, et qu'il faudra compter avec eux. Mais le vrai combat ici, et je pense que c'est là que à la fois les autorités maliennes et leurs partenaires par moments se trompent, c'est que on a beau avoir un arsenal militaire puissant, et je pense que même en disposant d'armes très puissantes, on ne peut pas égaler ces forces-là, parce qu'ils n'ont pas de tenue militaire. En revanche, ils ont un trésor de guerre très important. Ils ont des moyens, une capacité de nuisance telle que s'ils frappent, ils peuvent tenir pendant longtemps. Ils ont emmagasiné beaucoup d'argent à travers les différents trafics sur le terrain qu'ils mènent, que ce soit les trafics de drogue, les trafics d'armes, les trafics d'êtres humains, les personnes qui traversent le désert pour aller au-delà. Ils ont tellement de moyens qu'ils peuvent tenir. Ils ont les moyens de leur politique et de leur guerre. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la guerre, on gagne la paix et surtout la confiance des populations. Or, ça, ce n'est pas encore gagné. Nous sommes dans des zones où les populations sont presque abandonnées à elles-mêmes. Il ne faut pas oublier que pendant que les autorités maliennes négociaient avec les Touaregs, il y avait des accords pour lesquels la zone devait être délaissée par les militaires au profit des Touaregs. C'est-à-dire que les militaires maliens ont dû céder des parts de territoire où l'armée nationale républicaine intervenait pour céder cela pour que ce soit les Touaregs qui gèrent. Donc, il y a eu cela à un certain moment. C'est pas que les gens ne connaissent pas leur territoire, c'est que même s'ils le connaissent, il y a des réalités actualisées qu'ils n'ont pas. Et même la France qui intervient très souvent, elle s'appuie sur les moyens modernes de surveillance que sont les drones, et ce sont les Américains qui les fournissent pour la plupart. Les hélicoptères également sont fournis par les Américains. Donc, personne n'a véritablement les moyens. Et la seule façon d'arriver à contenir de façon durable cette menace terroriste, c'est de régler la question du développement économique. N'oublions quand même pas que c'est une zone où on extrait beaucoup d'uranium et que les conséquences pour les populations sont très néfastes, mais elles ne partagent pas les richesses qui découlent de cela. Et donc la vraie question ici, c'est de savoir comment on fait, non pas pour brimer les populations qui ont des revendications, mais concilier à la fois la lutte armée pour sécuriser la région et le développement qui doit accompagner cela pour que tout le monde se sente également inclus dans le partage de la richesse et de la croissance qui est générée dans cette région-là. Alors, comment régler justement cette question? Mais pour régler la question, il faut aller au problème de base, au problème fondamental. C'est quoi?
tout à l'heure, il y a Eric qui mentionnait quelque chose. Il parlait de l'état-major malien avec des officiers qui ont une formation diverse. Alors, on va voir, certains sont formés aux États-Unis, certains sont formés en France, certains sont formés en Russie, et ainsi de suite. Le problème, c'est que la formation militaire, elle s'appuie sur une idéologie forte, une perception qu'on a de la construction de la nation. La formation militaire la formation du militaire chinois n'est pas la même que celui du militaire américain ou du militaire français. Ça part de quelque chose. La plupart de nos officiers ont été formés dans des structures qui, si vous voulez, à mon sens, ne permet pas, ne favorise pas une émancipation de nos États. On va vous parler de la base de Kati. La base de Kati, vous allez voir à chaque fois qu'il y a un problème au Mali, on dit Kati. Un problème au Mali, on dit Kati. On dit Kati parce que Kati... Concernant le coup d'État. Voilà. Mais Kati, c'est l'ancienne base de formation des tirailleurs sénégalais. C'est ça le truc. Vous allez voir N'Djamena. N'Djamena, c'est Fort Lamy. C'est un bastion colonial. On y formait des troupes pour les troupes coloniales. Donc, on n'est pas sorti de cela. On n'a pas conceptualisé notre perception de l'État, de l'émancipation de l'État et formé des officiers en conséquence. Un officier, c'est comme, je vais vous donner une anecdote, c'est comme nos rites initiatiques en Afrique. Le rite initiatique est fait de telle manière que si demain je fais mon rite initiatique avec toi, je deviens plus frère de sang avec toi que mon propre frère de la maison, que mon propre frère de famille. Et les militaires, c'est cela. Quand vous avez un militaire qui est formé en Russie, un officier qui est formé aux États-Unis, et ainsi de suite. Mais oui, mais on a ça dans l'histoire africaine. Il devient un russe alors. On a des chefs militaires africains. Je peux citer Bokassa, je peux citer même le général Yadema, qui lors des interviews ont dit de façon claire, nous ne refusons rien au général. On parlait à l'époque du général de Gaulle. Ouais. Donc ce sont des liens qu'on ne peut pas mettre à l'écart. Vous ne verrez pas, les Américains former leurs officiers, ou former en tout cas l'essentiel intellectuel de leurs troupes à l'extérieur. Ben non. Même pour, ne serait-ce que dernièrement, il y a eu une rupture de contrat, tout simplement parce que lorsque vous avez, la Russie qui va commander ou un autre pays qui va commander du matériel militaire en France, mais il y a des caractéristiques spéciales pour cet élément-là. Et nous, en Afrique, on n'a pas compris cela. Donc, tant que au niveau parce qu'on recommence les mêmes erreurs. La fois dernière, on parlait d'une école militaire qu'on va créer au Mali. Tout le monde a applaudi. On dit oui, youpi, la souveraineté. Après, on nous apprend que non, les instructeurs vont être français. Ça veut dire qu'on reprend d'une certaine manière quelque chose qui existait avant. Quand est-ce que nous allons conceptualiser notre propre armée avec une conception réfléchie de la défense de nos territoires et surtout avec une intégration des populations. Dans les pays qui se sont construits, que vous allez aux États-Unis, ainsi de suite. Aux États-Unis, par exemple, lors de la conquête du Grand Ouest, on avait ce qu'on appelait les POS. C'est-à-dire que le shérif savait qu'il ne pouvait pas défendre le territoire s'il n'avait pas au sein de la population des hommes qui allaient rallier son camp. Donc s'il n'y avait pas une certaine forme de conscription. Et tous les grands pays l'ont fait. En Afrique, on a un problème avec cela parce que justement, pour rallier la population, il faut encore qu'elle se sente participer à la construction de l'État. Si demain, vous devez aller voir les Dogons, vous voulez aller voir les Malinqués, et que vous allez leur réclamer des hommes et des armes, il faut que vous puissiez les rallier comme Soundiata Keïta a fait pour rallier les autres peuples et a dit aux autres peuples, mais voilà, vous êtes sur un principe d'équité au niveau de la gestion de l'État. Donnez-moi vos hommes pour que nous puissions, renforcer les limites du territoire du Mali. Mais ça va être long. On veut une solution à court terme. La solution à court terme, elle est simple. Elle est ce qui arrive actuellement au Mali. C'est les mercenaires. Parce que justement, on attaque le Mali sur le fait de vouloir avoir de la collaboration avec les Russes. Mais attention, actuellement, l'armée est privée.
Donc, que ce soit les Américains, que ce soit les Français, comme à l'époque avec Bob Denard, que ce soit les Russes... L'essentiel, c'est la solution. Le problème, c'est qu'on va vers un genre de privatisation de l'armée qui font que tous nos États, pour leur sécurité, sous-traitent. On a des présidences où l'expertise est étrangère. On a des officiers qui sont fermés par une expertise étrangère. On a non, du je voudrais, matériel. oui. Ajouter quelque chose, Oui, je voudrais juste relativiser, parce que tout ce que vous avez dit est exact. Hein. Simplement, je voudrais dire que au-delà de ça, nous sommes dans un contexte où nos pays ne produisent pas les armes que leurs armées utilisent. Exactement. Et donc, à partir du moment où vous n'êtes pas producteur de vos armes, vous êtes obligé à un moment ou à un autre d'envoyer vos spécialistes se faire former dans le maniement de ces armes-là à l'extérieur. C'est pour ça qu'on est obligé par moment d'aller à la fois en Chine, en Russie, en France, aux États-Unis, en Israël même, pourquoi pas, parce que nous achetons leur matériel. Et si nous voulons le maîtriser, nous sommes obligés d'aller à leur école, et c'est pourquoi ce sont les officiers qui y vont la plupart du temps. Et donc, pour les hommes de troupes, généralement, ils sont formés au pays, ils sont formés dans les casernes du pays et ils font leur service militaire à de différents endroits. Nous n'avons pas encore la conscription qui ferait qu'on oblige tous les jeunes de 18 ans à aller dans l'armée et à faire le service militaire. À faire le service militaire. Donc ça n'existe pas encore. Et de l'autre côté, il y a une autre chose qu'il faut ajouter, c'est que bien sûr, nos armées restent encore très faibles, mais elles sont aujourd'hui dans une formation de globalisation également. On parle souvent de la globalisation sur le plan financier et monétaire, mais on oublie que, y compris dans la gestion des conflits, il y a une vraie globalisation. Tous les pays aujourd'hui, au-delà de défendre leurs frontières, doivent préparer leurs troupes à aller sur des terrains qui ne sont pas les leurs. C'est pour ça que vous voyez souvent des officiers togolais ou des hommes de troupes togolais qui sont envoyés en France pour se former à la gestion des conflits au-delà de la zone qui est celle du Togo. Donc ça, c'est quelque chose qui existe également. Ça ramène parfois un peu d'argent, c'est tant mieux. Mais c'est pas uniquement pour ça. Mais la dernière chose qui a fait que nos armées se retrouvent souvent en déphasage avec les populations, c'est que leur mission à la base n'était pas de défendre les populations, c'était de réprimer. Exactement. Et donc, elles n'ont jamais été préparées aux menaces auxquelles elles font face aujourd'hui. Et par moment même, la partie humanitaire, voire citoyenne de l'armée, qui est de construire le génie civil, comme on disait par moment, de construire des ponts, de construire des hôpitaux, de viabiliser des terrains que le gouvernement n'a pas pu faire avec les spécialistes civils, cette dimension-là, elle est presque oubliée. Or, si elle est mise en place pour pouvoir s'occuper, par exemple, des questions de santé dans les zones où il n'y a pas d'hôpitaux ou de médecins pour le faire, si on construit des ponts, si on viabilise des installations pour que les populations se sentent à l'aise à Sinkasé ou ailleurs dans le Togo, comme si elles étaient à la capitale, cela changerait quelque chose. Or, aujourd'hui, l'abandon dont parlent les Français en évoquant le Mali, c'est pas un abandon volontaire, c'est que l'État n'a pas les moyens d'intervenir. Et s'il n'a pas les moyens d'intervenir à 100 km de Bamako, il n'en aura pas plus pour aller au-delà. Et donc, malheureusement, il faut trouver un moyen pour que l'État, qui aujourd'hui a subi de grosses crises, il y a eu la dévaluation du franc CFA, il y a eu la crise économique, les programmes d'ajustement structurel, tant qu'on n'aura pas refait le retard que ces pays ont pris à cause de tous ces phénomènes économiques, on restera dans une situation où les populations seront insatisfaites, elles prendront les armes, et si vous ne répondez que par les armes, le mécanisme de la guerre sera sans fin. On va parler maintenant de la Guinée-Conakry. Je vous donnerai la parole. Le nouveau Premier ministre de transition guinéen, Mohamed Beavogi, a indiqué jeudi que son futur gouvernement s'emploierait sous l'autorité de la junte à jeter les bases d'un État qui fonctionne. Alors, Eric Johnson, vous avez la parole. C'est quoi un État qui fonctionne? Ah ben, qu'est-ce qu'on remarque en Guinée? C'est qu'on a comme l'impression que tout est centralisé au niveau du pouvoir central, c'est-à-dire la présidence. Et donc, les structures étatiques ne peuvent pas mieux fonctionner s'il n'y a pas de décisions qui viennent du pouvoir central. Et donc, pour moi, cette phrase me pose un problème. Parce que c'est pas un truc qui va se faire tout de suite. Parce que jusque-là, le nouveau Premier ministre
n'a pas dit en combien de temps il peut poser les bases d'un État qui fonctionne. Parce que, justement, parce que son mentor n'a pas donné la durée de cette transition. Et c'est là où j'ai un problème avec l'élite africaine. C'est-à-dire, on parle d'une transition. Moi, j'attendais à ce que ce Premier ministre me dise que je vais tout faire pour qu'on organise d'abord un référendum sur la Constitution, parce que jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est la Constitution qui a été toilettée par Alpha Condé, qui est toujours en vigueur en Guinée. Et donc, quel que soit ce que vous allez faire aujourd'hui, je ne sais pas de quelle manière ils vont pouvoir enlever les écueils de cette constitution-là pour avoir une constitution pour faire fonctionner l'État guinéen. Donc, je dis, l'élite africaine me pose ce problème. Vous savez qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron reçoit des jeunes... oui, et les gens jubilent. Les gens... Les gens jubilent en disant, oui, voilà, aujourd'hui, ce n'est plus le chef d'État, c'est nous qui allons... Mais quand vous lisez François Hollande dans son roman, dans son livre, le destin de pouvoir, quelque chose, j'ai oublié le titre, je vais me rappeler, mais quand vous le lisez, vous comprenez que, en réalité, la France-Afrique, aussi bien que toutes les relations de la France avec les autres États, c'est quelque chose qui est institutionnalisé et qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Quelle que soit la volonté de Macron aujourd'hui de changer un peu le fonctionnement de la France-Afrique, je ne crois pas que ça puisse changer grand-chose. Du moment où François Hollande dit qu'il devait recevoir, c'est une petite anecdote, il dit qu'il devait recevoir une personnalité étrangère, et pour lui, c'était le moment de parler franchement avec cette personnalité. Mais à sa grande surprise, il se rend compte que derrière, il y a un employé de la présidence qui était là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Devrait-il lui dire de les laisser discuter en tête à tête, ou qu'est-ce qui devait se passer? En ce moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses conseillers, on lui a dit, c'est comme ça. Donc ça veut dire que tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, est su. Et donc, vous ne pouvez pas, quelle que soit la volonté de Macron, rien ne va changer dans la France-Afrique. À moins que, laisse-moi terminer, parce que c'est très important où je viens, parce que, vous savez, aujourd'hui, la junte au pouvoir en Guinée est en train de tenir tête à la CEDEAO. Mais ce que nous faisons, c'est que nous fragilisons nos regroupements régionaux et nous voulons fonctionner tout seul. Or, quand vous fonctionnez tout seul, on vous mettra toujours... on vous dira toujours ce qu'il faut faire, on vous donnera toujours la conduite à tenir vis-à-vis des questions même internes. Alors que si nous renforçons nos organisations régionales, voire continentales, je pense que nous pourrons discuter égal à égal avec les puissances étrangères. Et donc, je pense que M. Béavogui, il veut faire fonctionner l'État guinéen, encore qu'il faut nous dire de quelle manière et dans quelle durée. Dans tous les cas, il rassure, il dit, comme l'a dit le chef de la jeune, Mamadi Doumbouya, nous sommes là pour servir et après on va partir. Bon, moi j'ai un problème avec ces effets d'annonce. Je suis un peu agacé parce que ça nous replonge dans un certain nombre, disons, à un moment où justement on avait, comment dirais-je, on était certain que les populations étaient, si vous voulez, illettrées, ne percevaient pas un certain nombre de choses et qu'il n'y avait pas de répondant en face. C'est des effets d'annonce. Oui, nous allons remettre l'ordre, vous allez faire ça. Moi, j'aurais préféré qu'on soit
spécifique, qu'on spécifie. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? La transition, elle dure combien de temps? Et qu'on énonce un programme. Qu'est-ce que ça va être à Guinée sur cette période de transition qui est définie? Ce n'est pas fait. Donc on est toujours dans la mode de l'effet d'annonce. On a un nouveau chef d'État. Quand on se serait beaucoup plus attendu, moi je m'étais beaucoup plus attendu à quelque chose qui va gérer une transition. Maintenant, on n'est plus dans une gestion de transition. On dit qu'il y a un Premier ministre qui ne va pas gérer une transition, mais qui va mettre le pays, c'est ça, dans l'ordre. Il va faire fonctionner l'État. L'État peut fonctionner en organisant les élections aussi. Non, mais c'est très vague. C'est très vague. Et moi, cette manière de mettre les gens dans une vague m'agace un peu. Parce que justement, il s'agit d'un État, il y a des personnes ressources indiquées, et ainsi de suite. Ceci étant dit, ce qui m'a un peu gêné aussi, c'est que... Alors, on a trouvé un monsieur qui apparemment n'a pas de... comment on appelle, n'a pas de D'acquaintance, passif voilà. avec les régimes. D'accord. Alors, on a trouvé après, on a fait tout un discours en disant oui, c'était un fonctionnaire international qui a fait. Et ça, par exemple, c'est une dynamique africaine qui est agaçante. Alors, pourquoi? Parce que je m'explique. Ce qui est agaçant, c'est quoi? C'est comme non, c'est comme si vous voulez, il y a un document qui est très intéressant qui est passé sur Senghor, Mamadou Dia et Valdiodio Diaye. Ouais. Senghor est l'homme de l'extérieur, donc ça fait clinquant. Ouais. Voilà, je connais, tout ça. Mais il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont pragmatiques, il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui ont une haute perception de la gestion de l'État. C'était Mamadou Dia et Valdiodio Diaye. Et c'est le même, moi j'ai l'impression que c'est la même chose. Qu'il soit fonctionnaire international et ainsi de suite, qu'il ait fait l'ONU, tout ça, n'est pas pour moi l'essentiel. J'aurais souhaité quelqu'un qui soit justement beaucoup plus, disons, qui ait des idées pragmatiques sur ce que va être la gestion de la Guinée, que l'on sait riche de potentialités. Le fait qu'on puisse, comment dirais-je, disserter sur comment dirais-je, tout le bagage diplomatique par rapport à lui, bon, c'est bien, mais justement, le message subliminal que personnellement, moi, je vois en dessous, c'est la capacité d'aller chercher le financement et l'aide de l'autre. Oui, j'allais poser cette question à Et mon problème, c'est que en Afrique, si vous voulez, je vais faire une image, on ne travaille pas assez sur la solidité de la calebasse. On est tous conscients que nos États sont comme des calebasses, mais avec beaucoup de trous. Donc, rien ne sert d'aller chercher énormément d'eau. Vous pouvez prendre un tonneau d'eau, même si vous videz, vous mettez de l'eau dans cette calebasse, elle est trouée, l'eau fuit. Donc l'État guinéen, qui a déjà des problèmes structurels et ainsi de suite, comment est-ce qu'on le réorganise? Comment on réorganise les populations? Comment on réorganise l'économie? Comment on pense son développement? Comment on le planifie avant de prétendre aller chercher un quelconque soutien de l'extérieur? Ça fait plus de 60 ans qu'on est dans le soutien extérieur. Et il est très difficilement probant. Le soutien non seulement économique, mais aussi pour être cette passerelle entre la junte et puis d'autres communautés. Eric parlait tout à l'heure de la CEDEAO. C'est quoi, selon vous, jeter les bases d'un État qui fonctionne? Jeter les bases, c'est déjà faire nation. Parce que l'une des choses que nous n'arriverons pas à faire, et ça c'est pas typique à la Guinée, c'est que nous ne faisons pas nation. Nous appartenons au même pays, mais nous sommes une juxtaposition de communautés qui ne font pas encore nation. Or, le choix d'un Premier ministre venant de l'extérieur, même s'il n'aura pas les pleins pouvoirs, c'est à peu près évident, le choix de ce Premier ministre-là obéit à la volonté de ne pas rester dans cette espèce de huis clos dans lequel s'étaient enfermés les acteurs politiques, avec toutes les inimitiés que cela a créées, avec toute l'incapacité à travailler ensemble que cela a généré. Et donc, l'espoir qui est fondé sur la nomination de Mohamed Dervogui, c'est qu'il arrive avec un esprit neuf, qui n'est pas celui de prendre sa revanche sur un acteur ou un autre, mais celui véritablement de remettre le pays sur les rails. Et ça, c'est très important. À côté de cela, il y a un enjeu diplomatique très important, qui n'est pas lié qu'à l'extérieur lointain. C'est l'extérieur immédiat, celui de la CEDEAO, où il faudra négocier.
M. Bervogui a travaillé dans les assurances au sein de l'Union africaine. Il a travaillé comme diplomate aux Nations Unies, où il a été secrétaire général adjoint. Ce sont toutes ces choses-là, c'est sur toutes ces choses-là que la junte mise en le nommant, en le désignant, parce que dans leur esprit, vu qu'il a travaillé sur les risques, vu qu'il a la capacité de négocier, qu'il connaît le langage de la diplomatie, peut-être qu'il facilitera la tâche également dans les échanges qu'il y aura avec l'Union africaine, avec la CEDEAO et pourquoi pas avec d'autres partenaires à l'extérieur pour rendre le pays plus viable. Mais ça, c'est un chantier, de mon point de vue, qui ne doit pas être qu'un chantier politique. C'est un chantier véritablement républicain qui est, de mon point de vue, encore une fois, qui est un chantier de technocrate. Donc l'idée ici, c'est qu'il arrive à avoir au moins les coudées franches pour choisir l'équipe avec laquelle il travaillera et à bâtir également un cahier des charges. Il a un mois pour former son gouvernement. Vous doutez sur cela, visiblement. Il a un mois pour former son gouvernement. Attends, si. Oui, parce qu'il a quand même une camisole, enfin je ne veux pas appeler ça camisole de force, mais ça y ressemble beaucoup. C'est le programme de la transition, c'est la charte de la transition qui a été définie par le président Mamadi Doumbouya. Il ne peut pas s'en écarter, mais même en restant dans cet exercice contraint, j'espère qu'on lui donnera au moins suffisamment de coudées franches pour qu'il choisisse les personnes auxquelles il estime, auxquelles il trouve des compétences pour l'accompagner dans le chantier dans lequel il s'engage, que ce soit en matière de réformes économiques, de réformes politiques, voire même de réformes par rapport au vivre ensemble. Parce que rappelez-vous, quand le président Alpha Condé a été élu, on a dit que c'était l'année zéro de la démocratie en Guinée. Là, on arrive, après ce coup d'État, à rebâtir l'État. C'est-à-dire qu'après l'indépendance obtenue en 1958, il est question maintenant de mettre tous les ingrédients pour que le pays ressemble à quelque chose qui peut se projeter dans l'avenir et dans lequel on peut reconnaître véritablement qu'on a un pays, une nation, et surtout que les structures de ce pays et de cette nation sont suffisamment viables pour qu'ils soient respectés d'abord par ses citoyens, ensuite par les partenaires sur la scène internationale. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient après avec nos invités au Russe d'Ankovi, Liu Magloire Kemayo et Eric Johnson.